Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmath, la chaîne des maths. Alors hier, à minuit, j'étais en train de corriger ce sujet qui a été envoyé par une personne. Alors la personne vient de recevoir le corrigé à l'instant en fichier PDF. Donc voilà, le corrigé s'articule comme ceci. Ok. Donc je l'ai fait hier en direct, la personne en question était sur le live, elle a suivi le live, elle a tout compris, évidemment, voilà, ça a pris quand même pas mal de feuilles. Ensuite on a fait un petit dessin, évidemment, pour expliquer un peu, enfin pour remettre un peu en place les propriétés de la courbe. Donc ça c'est fait, et puis évidemment c'est classé, voilà. Donc aujourd'hui on va faire des exercices de niveau terminal, c'est pour une certaine Samira. Alors je ne sais pas si Samira est ici avec nous. Le manga, non, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles, je me suis endormi en fait. C'était nul. Bien. Du coup, Samira me dit qu'elle a un petit souci pour un sujet. Du coup, ce que je propose, c'est de faire le sujet. A priori, c'est plutôt l'exercice 3 et l'exercice 2 qu'il va falloir traiter. Donc, il y a un exercice de probabilité niveau... Oui, je peux faire prépa MPSI, il n'y a pas de problème. Mais là, je préfère m'occuper d'abord des terminales. Et puis, j'ai un truc que je ferai aussi tout à l'heure. C'est un sujet de maths de L1. Voilà, c'est un examen d'analyse. L'examen d'analyse, eh ben, il est là. Voilà. Donc, c'est plein de petites questions sympas avec quelle est l'assertion vraie. Donc, je ferai ça. C'est pas très difficile, évidemment. Alors, j'essaie de ne pas mettre des trucs quand même trop compliqués parce que l'objectif, c'est d'impacter un maximum de monde. Hein, c'est pas que de travailler pour l'élite. L'élite qui déjà a souvent les moyens de se payer un prof particulier, puisque évidemment j'en ai beaucoup d'élèves en cours particulier de prépa qui font appel à mes services. Du coup, nous allons commencer. Alors je vais tout faire. Je vais faire l'exercice 2 de géométrie dans l'espace, l'exercice 3 sur les exponentielles et puis l'exercice de probabilité. Alors on va considérer ça comme un entraînement classique. Voilà, je ne vais pas l'intégrer dans les révisions du bac, même si ça peut parfaitement entrer dans le cadre des révisions du bac. Alors non, je ne fais pas vraiment les exos comme on voit. J'aide des gens qui ont des difficultés. C'est pas tout à fait pareil. Parce que faire les exos comme on voit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es fainéant, par exemple, alors tu m'envoies ton travail et je le fais gratuitement. Non, ça c'est la définition du pigeon. Je ne suis pas un pigeon. C'est très très différent de ça. Non, en fait... Le truc, si vous voulez, c'est que j'aide des gens qui sont en difficulté, voilà, qui ont du mal à faire des exercices. Alors, il y a quelqu'un qui dit, l'exercice est condescendant comme vous. Alors, condescendant comme vous. Eh ben, dis donc, il faudra revoir ta définition de la condescendance. Bien, de toute façon, on est sur TikTok, c'est facile d'insulter et dire des conneries depuis son application. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition du courage, hein, de la couardise. Alors, on va laisser ça de côté et on va laisser les petites personnes, justement, cracher leur venin. Les modos, n'hésitez pas à intervenir, vous avez les pleins pouvoirs. Alors, les modos ont 12, 15, 20, 30, 40 ans, il y a de tout âge. Ils ont le bon sens du discernement pour savoir qui est évincé, évidemment, et qui n'est pas évincé. Je vais aller récupérer des petites feuilles blanches et puis on va commencer donc la rédaction du sujet de géométrie dans l'espace et on va faire la suite. Voilà, comme ça. Eh bien, on va pouvoir s'amuser un petit peu sur le programme de terminale, géométrie dans l'espace, étude de fonctions exponentielles et loi de probabilité, loi binomiale avec les probabilités conditionnelles. On va commencer par la géométrie dans l'espace. La qualité photo est pas géniale, c'est pas de la faute de l'élève qui me l'a envoyé, parce que c'est quelqu'un qui lui a envoyé ce sujet en guise d'entraînement pour son bac blanc de lundi, c'est-à-dire demain. Donc ça urge. Et voilà, c'est parti. Je reviens. Alors, qu'est-ce que le chamois niorté fait ici ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On y va ? Vous êtes prêts ? Allez, n'hésitez pas à tapoter et partager un maximum. On y va. Bonjour Olivier Best.
Alors, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts, tapotez un maximum, c'est dimanche, il y a des personnes qui révisent parce que demain c'est bac blanc de maths. Ce soir, il y aura un live, c'est un club de foot de Ligue 2. D'accord, club de foot de Ligue 2. Ok, merci. Allez, let's go. On découvre ensemble ce sujet. Samira, je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, manifeste-toi. C'est pour toi que je fais ce live. Bonjour Sa Majesté, bonjour Pierre Gérard, bonjour à tous les amis. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc je ne vais pas parler très fort, j'ai chopé froid, un petit mal de gorge, vous avez dû remarquer. Bon, c'est sans gravité, mais je vais passer un petit bout de l'après-midi avec vous. Alors c'est Terminal S, oui, user. Alors ça n'existe plus, Terminal S. Ce soir, 20h, 22h, je ferai un live révision, jour numéro 4. Et là, aujourd'hui, je corrige un exercice pour Samira. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Tapotez un maximum, partagez et pensez également à vous abonner. Il y aura une rediffusion de ce live sur YouTube, la chaîne Gizmat. Allez, je compte sur vous. Exercice numéro 2. On considère un cube ABCDEFGH. Le point I est le milieu du segment EF. Le point J est le milieu du segment BC. Et le point K est le milieu du segment AE. Alors, ça c'est J, ça c'est I, et ça c'est K. Les droites AI et KH sont-elles parallèles? Alors, AI et KH. Très intéressant. Alors, est-ce que AI et KH sont parallèles? Alors. Dans la suite, on se place dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE. Alors, nous, ce que l'on sait, c'est que... Je vais lire le sujet en entier d'abord. Donner les coordonnées des points I et J. Montrer que les vecteurs IJ, AE et AC sont coplanaires. On considère les droites D1 et D2 définies par la représentation paramétrique ci-dessous. Voilà. Celle-ci et celle-ci. Les droites D1 et D2 sont-elles séquentes? Justifiez votre réponse. Alors, c'est pas un sujet très difficile. Alors, la première question est un peu embêtante. C'est démontrer que les droites AI et KH, est-ce qu'elles sont parallèles? Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer si c'est le cas ou pas? Comment on va faire? Alors, elles sont toutes les deux contenues dans des plans qui sont séquents, des plans qui ne sont pas parallèles. Alors, comment vous feriez? Oui, ça vient juste de commencer, donc il n'y a absolument aucun souci. Il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, clairement, elles ne sont clairement pas parallèles. D'accord? Alors, comment le prouver? J'avoue que j'aurais utilisé des coordonnées pour le prouver. Voyons voir. Je réfléchis. Hein. J'avoue que je bloque. Oui, alors, le problème, c'est que ma justification, je ne sais pas si elle est bonne. Vous voyez, on peut être très bon en maths et avoir des difficultés dans l'espace. Parce que, si vous voulez, pour démontrer qu'elles ne sont pas parallèles, ces droites, je peux prendre des coordonnées. Le souci, c'est que est-ce qu'on a le droit de le faire? Voilà le gros problème. Donc, je vais me donner la liberté de le faire. Je me demande si ma justification est bonne. Donc, voilà ce que je propose. On va travailler directement dans le plan A, AB, AD, AE. A, AB, AD, AE. Le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point D a pour coordonnées 0, 1, 0. Le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Et puis on va donner tout simplement les coordonnées du vecteur KH et les coordonnées du vecteur AI. D'accord? Étant donné que AI appartient à un plan, le plan ABFEF, ABFE, et que le point K appartient au plan ADHE, que ces plans sont orthogonaux, évidemment non parallèles, étant donné que la droite AI appartient à ce plan et la droite KH appartient à l'autre plan, elles ne peuvent pas être ces droites parallèles. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit juste ce que je dis. Les points ne sont pas coplanaires, donc les droites pas parallèles.
Oui, mais après, c'est pas suffisant. Tu peux avoir des droites coplanaires et tu peux avoir des droites coplanaires et non parallèles. Par exemple, tu prends deux droites comme ça, elle et elle, d'accord? Elles sont dans un même plan et elles sont pas parallèles. Donc la justification, elle est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'offrir la liberté de travailler directement avec des coordonnées et puis c'est tout. De toute façon, la méthode n'est pas interdite, d'accord? Alors on travaille dans le repère, regardez, tout simplement. On travaille dans le repère. On travaille dans le repère. Pour la question 1, c'est pas précisé que c'était interdit. C'est juste, il est précisé que pour la suite, on pouvait travailler dans le repère A, AB, AD, AE. Alors quand on vous dit qu'on travaille dans un repère comme ça veut dire que A, c'est le centre du repère. Du coup, on peut tout de suite donner les coordonnées du point A. 0, 0, 0. Ensuite, quand on vous donne un premier vecteur AB, ça veut dire que le déplacement selon l'axe des abscisses, c'est le déplacement selon le vecteur AB, et c'est un vecteur unitaire. Donc le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point D, lui, c'est un déplacement selon l'axe des ordonnées, donc c'est 0, 1, 0, et c'est un vecteur unitaire. Et le point E, c'est le déplacement vertical, selon la cote. On a abscisse, ordonnée et cote dans l'espace. Du coup, si je me déplace de A vers B, je me déplace de 1 horizontalement, enfin vers la droite. Le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Ah, tu es de Champollion, des exos pour les PC, bah t'as qu'à en envoyer. C'est qui ton professeur de maths? Tu es en PCSI ou en PC? Parce que je connais Monsieur Gimbert. Je l'ai eu il y a 23 ans en prépa, en maths. Le vecteur AD a pour coordonnées 0, 0, enfin 0, 1, 0, et le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Bien. Attention, pourquoi j'ai mis un vecteur sur le point E? Ça n'a pas de sens. Donc, on va donner les coordonnées du point I. I est le milieu du segment EF. Alors, on donne les coordonnées de F. F, c'est déplacement de 1 vers la droite, 0 selon les ordonnées et 1 selon la cote. Donc, je donne F. Regardez, je me déplace de 1 selon AB, 0 selon AD et 1 selon le vecteur AE. Donc, c'est 1, 0, 1. Ça va me permettre de calculer les coordonnées de I, milieu du segment EF. Et K, c'est le milieu du segment AE, donc ça va être facile. Allez, c'est parti. K est le milieu du segment AE. Alors, si un point est le milieu d'un segment, pour calculer les coordonnées de ce point, on rappelle bien que XK, c'est XA plus XE, le tout sur 2. On fait pareil pour l'ordonnée. Donc, soyez précis, toujours. Faites les détails au début du sujet, toujours. YK plus YE sur 2. Et enfin, ZK, c'est ZA plus Z2, ZE, le tout sur 2. Alors, le point E a pour coordonnées 0, 0, 1 et le point A 0, 0, 0. Du coup, ici, j'obtiendrai 0, 0 et 1,5. Bon, on aurait pu les donner directement, évidemment. Ça se lisait directement. 0 selon l'axe des abscisses, 0 selon l'axe des ordonnées et 1,5 selon l'axe de la cote. Oui, Noam, tu peux essayer. Alors ensuite, je vais donner les coordonnées du point I, milieu du segment EF. I, milieu du segment EF. On peut donner directement les coordonnées du point I parce que il n'y a pas de souci, vous avez montré que vous étiez capable de calculer les coordonnées du milieu d'un segment, vous connaissiez vos relations, somme des coordonnées, le tout sur 2. Ici, pour I, on peut donner directement les coordonnées. Alors, j'avance de 1,5 selon l'axe, selon AB. Je n'avance pas selon le vecteur AD et je monte de 1 selon le vecteur AE. Donc, ça sera 1,5, 0, 1. La première question, c'était de savoir si les droites AI et KH étaient parallèles. Donc, on va s'intéresser aux coordonnées du vecteur AI et aux coordonnées du vecteur AH. Les coordonnées du vecteur AI, ça va être XI moins XA. Alors, je rappelle volontairement, d'accord, tout. Ça peut paraître un peu gros, c'est du détail, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont des vraies difficultés en maths, et donc je pars du principe qu'il y a pas mal de lacunes. Donc, je prends le temps nécessaire
pour détailler les calculs des coordonnées d'un vecteur. Même si c'est quelque chose qui se fait en secondes, je me déplace de A vers I. Donc les coordonnées du vecteur AI sont déplacement de A vers I. Donc je prends la position finale moins la position initiale. Donc XI moins XA, YI moins YA, ZI moins ZA. Ça fera 1 demi moins 0, 1 demi. YI moins YA, c'est 0 moins YA, c'est 0. A, c'est le centre du repère. Et après, ZI moins ZA. ZI, c'est 1 et ZA, c'est 0. Donc ça fera 1. Voilà les coordonnées du vecteur AI. De la même manière, maintenant, je calcule les coordonnées du vecteur KH sans forcément trop détailler. Alors, il y a quelqu'un qui s'est trompé là. C'est pas une matrice, attention. Enfin, si, une matrice 3 lignes, une colonne, mais bon. Ensuite, le vecteur KH, je calcule directement ses coordonnées. Est-ce que j'ai les coordonnées de K? Oui, c'est là-haut. Et est-ce que j'ai les coordonnées de H? Alors H a pour coordonnées 0, 1, 1. Je peux l'écrire ici. 0, 1, 1. Voilà. C'est bon? KH, voyons voir. Donc ça fera 0 moins 0. Ensuite, 1 moins 0. Et puis, 1 moins 1 demi, 1 demi. Alors les calculs ne sont pas nécessaires, hein, une lecture graphique, ça suffit largement. Vous voyez que pour me déplacer du vecteur K au vecteur H, je ne me déplace pas selon le vecteur AB. Donc vous voyez, selon l'axe des abscisses, je me déplace de 1 selon leurs données, selon l'axe AD, et ensuite je monte de 1 demi, donc verticalement selon la cote. Donc ça fera 0, 1, 1 demi. Ok? Bien. Et on constate évidemment que AI et KH ne sont pas collinéaires. Pour ça, il suffit de démontrer que les rapports des coordonnées ne sont pas égaux. Si je divise 0 par 1 demi, je fais 0 divisé par 1 demi. Ça va me donner 0. Et si je divise, alors je ne prends pas 1 divisé par 0 parce que ce n'est pas défini, mais si je prends 1 demi divisé par 1, ça me donnera 1 demi. Ok? Or, 0 est différent de 1 demi. Cela signifie qu'il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre les vecteurs AI et KH. Alors, AI et KH ne sont pas collinéaires. Alors, les droites ne sont pas parallèles. Les droites AI et KH ne sont pas parallèles. Et en fait, comment on aurait pu le prouver sans donner véritablement les coordonnées? Eh bien, là, on a le vecteur AI qui n'a pas de déplacement selon l'axe des ordonnées, et le vecteur KH qui n'a pas de déplacement selon l'axe des abscisses. Donc, il est impossible que l'un des vecteurs soit collinaire à l'autre. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer à la question 2. Dans la question 2, on vous dit « Donnez les coordonnées des points I et J ». Bon, bah écoutez, I, c'est déjà fait. C'est 1,5, 0, 1. Et J, c'est le milieu du segment BC. Alors, pour me déplacer de A vers J, je me déplace de 1, 1 demi et 0. Donc c'est 1, 1 demi et 0. Voilà. Donc la question 2A, c'est terminé. Et on passe à la question 2B. Alors, cette vidéo, elle sera retransmise sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Donc n'hésitez pas à y retourner. Tout à l'heure, quand je finirai ce live, je mettrai la vidéo directement sur ma chaîne YouTube dans la diffusion playlist TikTok. Rediffusion playlist. Playlist rediffusion TikTok. Question 2B. Montrer que les vecteurs IJ, AE et AC sont coplanaires. Alors pour montrer que des vecteurs sont coplanaires, il faut juste montrer qu'il existe des coefficients alpha et bêta,
tels que IJ égale alpha AE plus bêta AC. Il faut montrer qu'un vecteur est combinaison linéaire des deux autres. Ok? Alors, on donne les coordonnées d'abord du vecteur IJ. Les coordonnées du vecteur IJ sont 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. 1,5 moins 0, c'est 1,5. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Le vecteur AC, lui, a pour coordonnées 1, 1, 0. Alors, comment je le sais? Eh bien, sur la figure, vous voyez que pour me déplacer de A vers C, je me déplace de 1 selon l'axe des abscisses, 1 selon l'axe des ordonnées, et c'est tout. Donc, plus 1 selon AB, plus 1 selon le vecteur AD. Et je ne me déplace pas, donc, verticalement. Donc, j'ai 0. M des moulins, si, ça suffit ce que tu dis. C'est suffisant. C'est ce que je voulais proposer initialement, mais le souci, c'est que c'est un peu difficile à concevoir. Bien. Alors, on peut peut-être regarder. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Alors, si je prends ce livre et que je fais ça, vous voyez, j'ai deux plans. Ce plan, avec un vecteur, ok, et ce plan avec un autre vecteur, vous voyez. Étant donné que les deux plans sont orthogonaux et séquents selon cette droite, eh bien, on ne peut pas, si vous voulez, avoir un vecteur d'un plan parallèle à un vecteur d'un autre plan si les deux sont orthogonaux. Voilà, c'est pas possible. Donc on aurait pu dire ça simplement comme ceci pour la question 1. Mais il y a des personnes pour qui c'est difficile à visualiser dans l'espace. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la méthode calculatoire. Bien. Et enfin, le troisième vecteur, c'est le vecteur AE. Mais tu as totalement raison, Mister de Moulin. Vecteur AE, maintenant, les coordonnées de AE, ça sera 0, 0, 1. Voilà. Ok? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire que vaut le vecteur IJ en fonction du vecteur AC et du vecteur AE, sans avoir à résoudre de système d'équations? On veut prouver que IJ, AC et AE sont coplanaires, c'est-à-dire que IJ, alors j'ai du mal à voir dans l'espace perso. Tu n'es pas le seul, moi aussi, c'est pareil. Il y a des trucs que j'ai du mal à voir, des fois c'est compliqué, donc c'est comme ça. Voilà, il y a des gens qui ont des facilités, d'autres, quand ils ont certains handicaps, ils développent d'autres aptitudes. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la combinaison linéaire entre IJ, AC et AE? C'est-à-dire que je cherche des coefficients alpha et bêta, tels que le vecteur IJ égale alpha fois le vecteur AC, plus bêta fois le vecteur AE. Est-ce que quelqu'un, à vue d'œil comme ça, peut me dire que vaut alpha et que vaut bêta? Alors, je vous écoute. Bonjour Payette, comment vas-tu Payette? Merci pour tes commentaires tout à l'heure Payette, c'est trop cool. Allez les amis, on essaie de se concentrer. On veut montrer que les vecteurs IJ, AC et AE sont dans un même plan. Ces vecteurs-là. C'est-à-dire que IJ est une combinaison linéaire de AC et AE. Alors alpha nous dit 1,5 et bêta 0. Pas tout à fait. Y a-t-il une idée pour la communauté? Guise, je n'ai pas compris ta question. Alors, 1,5 et moins 1. Parfait, Clos Chantilly, c'est magnifique, c'est bien exact, c'est ça. Alors, comment on aurait pu trouver facilement? Regardez. Le vecteur AC, il n'a pas de composante, ici, sur la troisième coordonnée, c'est 0. Et le vecteur AE, il a comme composante 1. Si je veux obtenir moins 1 pour le vecteur IJ, je suis obligé de prendre moins une fois le vecteur AE, pour avoir un moins 1. Ok? Et ici, j'ai 1, 1. C'est uniquement le vecteur AC qui va pouvoir donner au vecteur IJ une composante selon les premières et deuxièmes coordonnées. Et comme j'ai 1,5, 1,5, je suis obligé de prendre 1,5 du vecteur AC. Donc pas la peine de vous embêter à faire des calculs. Un peu de recul, une observation, ça vous permet de trouver ce qu'il faut. Est-ce que c'est possible de noter les vecteurs sans flèche? Non, c'est pas possible. En terminale, les vecteurs sont avec des flèches. Après, en prépa, quand tu fais de l'algèbre, on met plus de flèches sur les vecteurs. Parce que les vecteurs, ça représente des objets mathématiques beaucoup plus vastes. Ça peut être des fonctions, des suites, ça peut être des matrices. Voilà. Alors,
Donc c'est la question de B. On remarque que le vecteur IJ est égal à 1 demi de AC moins AE. IJ égale 1 demi de AC moins AE. Alors, pourquoi certaines personnes ont plus de facilité que d'autres sans trop travailler? Eh bien, par exemple, c'est l'environnement qui compte. C'est l'environnement, ce sont les expériences qu'on a vécues. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai des facilités déconcertantes en langue. Je peux apprendre une langue très très rapidement. Parce que depuis tout petit, mes parents parlaient déjà une autre langue devant moi. Donc j'ai appris, sans m'en rendre compte, 2 langues. Voilà, tout simplement. Et en mathématiques, c'est pareil. Quand tu as l'habitude de côtoyer les chiffres, des parents qui parlent de pourcentage, de calcul, de chiffres dans tous les sens, eh bien, ou qui te font jouer à des jeux qui nécessitent de faire des calculs, eh bien, ça te familiarise avec les maths. Et du coup, ça donne une avance qui te propulse. Et puis, de fil en aiguille, ben, tu te sens à l'aise avec ces disciplines. Alors, les vecteurs IJ, AC et AE sont coplanaires. Alors, pour les élèves de prépa, une chose à dire, c'est que les vecteurs IJ, AC et AE forment une famille liée. Il ne s'agit pas d'une famille libre. Bien. On peut passer maintenant à la dernière question, donc c'est un exercice facile. Ici, on vous donne 2 droites dont on connaît les représentations paramétriques, D1 et D2. Alors dans l'exercice, ils ont été très sympathiques parce qu'ils ont mis T pour le paramètre de la droite D1 et T' pour le paramètre de la droite D2. Les droites D1 et D2 sont-elles séquentes? Justifiez votre réponse. Du coup, on va essayer de chercher l'intersection de ces 2 droites. Alors, la droite D1, oui, j'écrivais arabe, mais bon, j'ai arrêté mes cours, donc du coup, j'ai tout perdu. Enfin, ça peut revenir en quelques heures de cours. Mais oui, je comprends l'arabe et je parle arabe. Enfin, le dialecte tunisien. Alors, x égale 3 plus t. Y égale 8 moins 2t. Et z égale moins 2 plus 3t. Voilà. Et t appartient à R. C'est un paramètre. Ensuite, j'ai une droite D2 dont une représentation paramétrique dans l'espace s'écrit x, y, z égale, donc je mets 4, 1, 8, ce sont les coordonnées d'un point de la droite D2, et puis je vais mettre plus t', et plus 2t'. Voilà. Alors Samira, est-ce que tu es là? Je suis syrien et je te suis. Bonjour KidH du 86, ça fait très très plaisir. Merci à toi. Tu peux afficher la feuille d'exercice pour que je puisse la voir, s'il te plaît? Oui, alors vous inquiétez pas, ça va être... je la mets au fur et à mesure, en fait. C'est-à-dire que là, dans la question 3, on vous demande juste si les droites D1 et D2 sont séquentes. Donc, tu n'as pas besoin de voir la feuille d'exercice, c'est pas grave. Regarde, j'ai réécrit ici donc l'énoncé, D1 et D2. On a les représentations paramétriques. Et on va déterminer l'intersection, si elle existe. Alors, déterminons l'intersection. Du coup, tu n'es pas obligé de suivre avec l'énoncé. Voilà. Donc, pour déterminer l'intersection de cette droite, eh bien, la méthode, c'est toujours la même. Je ne sais pas résoudre un Rubik's Cube, non. C'est la théorie de Galois et je m'y suis jamais penché. Pour s'y pencher, il faut avoir du temps. Et pour avoir du temps, eh bien évidemment, c'est toujours ça le problème. Pour avoir du temps, il faut être égoïste. Il faut se donner du temps que pour soi. Mais quand tu donnes la plupart de ton temps aux autres, tu n'as pas beaucoup de temps pour toi au final. Tu vois un peu le problème? C'est un peu le problème des parents. Des parents qui donnent tout leur temps pour leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants, pour travailler, payer les factures. Et du coup, vous avez des loisirs, mais vos parents n'ont aucun loisir. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Vous progressez, vous apprenez, vous avancez, et vos parents régressent parce qu'ils vous donnent tout. C'est un peu le même problème. Voilà. En ce qui me concerne, je passe plus de temps à aider les autres qu'à m'occuper de moi-même. Et c'est vrai que le Rubik's Cube,
J'avoue que ça m'a toujours intrigué. Et quand tu vois des gamins de 6 ans qui arrivent à le résoudre en appliquant un algorithme répétitif, sans comprendre la théorie de Galois qui se cache derrière, c'est un peu frustrant. Bref, mais pourquoi pas, il faudrait que je fasse des vacances d'été dans un camp scientifique avec des stars pour apprendre à gérer tout ça et à comprendre comment ça marche. Alors, déterminons D1 inter D2. Alors, comment on fait? Eh bien, on se donne un point qui appartient à la fois à D1 et à la fois à D2. Donc ce point, il a une abscisse X qui s'écrit 3 plus T, mais aussi 4 plus T'. Son ordonnée Y, elle s'écrit 8 moins 2T, mais elle s'écrit aussi 1 plus T'. Et pareil pour le Z. Du coup, on va juste résoudre le système 3 plus T égale 4 plus T'. Ensuite, 8 moins 2T égale 1 plus T'. Alors vous savez, un jour, je résolvais il y a très très longtemps un exercice comme ça avec une élève de terminale. Et je ne sais pas où j'avais la tête. Au lieu d'avoir des paramètres différents, T et T', j'avais mis les mêmes paramètres des deux côtés. C'était trop drôle. Du coup, évidemment, ça m'a induit en erreur et je me suis trompé. Donc faites très attention, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas le même paramètre. Vous avez T pour une droite, T' pour une autre. Donc quand vous faites votre résolution d'équation, faites très attention à ne pas utiliser le même paramètre. Ok ? Voilà, c'est une erreur que tout le monde peut faire. Ici, je vais exprimer T en fonction de T'. Je bascule le 3 de l'autre côté, donc ça va faire moins 3, et 4 moins 3, ça fait 1. Donc j'ai T égale 1 plus T'. Puisque T égale 1 plus T', je vais pouvoir remplacer maintenant, dans les deux autres équations, le T par 1 plus T'. Ce qui me fait 8 moins 2 facteur de 1 plus T' égale 1 plus T'. Je détaille les calculs, je détaille absolument tout pour que vous puissiez suivre. Ça ne sert à rien d'aller trop vite pour ensuite devoir réexpliquer. Donc autant détailler tout de suite. Voilà. Là, on développe les calculs tranquillement, sans stress. Ça fait 8 moins 2 moins 2T' égale 1 plus T'. Ensuite, j'ai moins 2 plus 3 plus 3T' égale 8 plus 2T'. Je continue. L'objectif, évidemment, c'est de trouver T' sur la ligne 2 et sur la ligne 3. T égale 1 plus T'. 8 moins 2, c'est 6. 6 bascule de l'autre côté et ça fera moins 6. Moins 2T', le T' de droite bascule à gauche, ça fera moins T'. Avec le moins 2T', ça fera moins 3T'. Et je trouve que T' vaut 2, mais je le dirai tout à l'heure. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Le 1 bascule de l'autre côté. Et ça va faire 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Le 2T' de droite bascule de l'autre côté. Ça va faire moins 2T'. 3T' moins 2T', ça fait T'. On voit tout de suite que le système n'a pas de solution. Puisque je trouve que T' vaut 2 d'une part, T' vaut 7 d'autre part. Vous comprenez? Or, 2 est différent de 7. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. D1 et D2 ne sont pas séquentes. Voilà, l'exercice de géométrie est terminé. Les deux droites ne sont pas séquentes. Voilà, c'est tout. Donc ce qu'il faut retenir, c'est juste cette méthode. Vous devez résoudre un système d'équations à deux inconnus, tout simplement. Si vous aviez trouvé T' égale 2, T' égale 2, alors T aurait été égal à 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et si vous aviez souhaité trouver, si vous vouliez trouver les coordonnées du point d'intersection, bien avec T' égale 2, je remplace T' par 2 dans l'équation, dans la représentation paramétrique de la droite des deux. 4 plus 2, moins 1 plus 2, 8 plus 2 fois 2. Donc là, ça aurait fait 11, 3 et 6. On aurait eu les coordonnées de notre point d'intersection des deux droites. Ok? Bien. C'est moins 5, pas moins 6, non? Où ça? Moins 5, tu dis? Alors. Ah oui, tu as raison. 8 moins 2, 6. 1 moins 6, moins 5. Exact. Bien vu. C'est à moins 5. Du coup, T' égale 5 tiers. Bien vu. Bien vu l'artiste.
C'est bien. Very good. Alors, je reviens, excusez-moi. Parfait, donc cet exercice est terminé en géométrie dans l'espace. Maintenant, on va passer carrément à autre chose. On va passer donc à la suite de l'exercice qui m'a été demandé par Samira. Nous allons nous intéresser à une étude de fonction. Donc c'est un exercice sur 5 points. Une fonction f est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale exponentielle x sur 5x. Donc la qualité photo est vraiment pourrie. C'est tout ce qu'elle a pu faire. Elle m'a donné ça. Donc, nous allons travailler cette fonction. On vous demande de préciser la limite en plus l'infini, donc ça va faire plus l'infini, puisque exponentielle plus l'infini l'emporte sur 5 fois plus l'infini. Préciser ensuite, justifier que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe. D'accord, 0 est une valeur interdite. 5 fois 0, ça n'existe pas pour la fonction f. Donc on a une asymptote verticale d'équation x égale 0, ce qui n'est autre que l'axe des ordonnées. Ensuite, le calcul de la dérivée va être facile. Trouver les variations de f en trouvant le signe de la dérivée, ça va être facile. Et puis l'exercice est terminé. Non, il y a une suite. Voilà. Ensuite, question 4. On vous demande de résoudre f de x égale m en fonction des valeurs de m. Là, c'est le TVI. Ensuite, on vous donne une droite d'équation y égale moins x, blablabla. Ok. Bon, c'est classique. On va commencer ça tout de suite. De toute façon, je vais réécrire l'énoncé, hein. C'est pas de ma faute, la qualité est vraiment pourrie et j'ai demandé à ce qu'elle m'envoie quelque chose de plus propre, mais elle ne l'a pas fait. Bien, donc on va faire avec. Dans tous les cas, c'est pas bien grave puisque je réécris l'énoncé. Donc c'est l'exercice numéro 3 et on travaillera sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. On considère une fonction f de x égale exponentielle x sur 5x. Voilà. Ça s'écrit aussi 1 sur 5 fois exponentielle x sur x. Et on va répondre à la toute première question, qui est une question assez classique. C'est calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors, vous le savez, c'est le théorème des croissances comparées. C'est quelque chose de très important qu'on apprend en terminale. Qui l'emporte entre exponentielle de x et x en plus l'infini? C'est toujours exponentielle de x. Du coup, on rédige en disant que la limite de 1/5, c'est toujours 1/5, et c'est positif, strictement. Donc en x tend vers plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, ça va être plus l'infini. Et on précise pourquoi. C'est d'après le théorème des croissances comparées. Donc vous l'écrivez d'après le TCC. Ou d'après les croissances comparées. Voilà, qui dit que la fonction exponentielle croît beaucoup plus vite vers plus l'infini que ne le fait la droite d'équation y égale x. Ensuite, je précise par produit. Donc, je vous conseille de rédiger de cette manière-là. Par produit, la limite de f en plus l'infini, c'est tout simplement égal à plus l'infini. Voilà. OK? Maintenant, on passe à la question petit b. Je sais que x égale 0 est une valeur interdite. Ok, parce qu'on ne peut pas calculer f de 0. Si je devais calculer f de 0, alors j'aurais exponentielle 0 sur 5 fois 0, ce qui fait 1 sur 0. Et évidemment, ça n'est pas défini. À chaque fois que vous avez affaire à une valeur interdite, dites-vous que la courbe va être confrontée à un obstacle infranchissable. Elle ne pourra pas traverser la droite verticale d'équation x égale 0. C'est un mur infranchissable. On va calculer la limite. Regardez bien. Pour mettre ceci en évidence. La limite de 1/5 fois exponentielle x sur x, quand x tend vers 0, par valeur positive ou par valeur supérieure, on n'a pas le choix, parce que la fonction f est définie, enfin elle a été définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On aurait pu travailler sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini,
Mais là, l'exercice a décidé qu'on ne travaillerait que dans ce domaine précis. La limite de k fois une fonction, c'est k fois la limite de cette fonction. Donc je peux sortir le 25e. Voilà, ça fait e de x sur x. Quand x tend vers 0, vous pouvez mettre un plus sur le 0, ça veut dire par valeur supérieure. Les deux notations sont acceptées, tout dépend de votre prof et de son humeur. Ok ? Est-ce que le nombre d'or est une valeur interdite? Ah non, pas du tout. Le nombre d'or, en fait, si vous voulez, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et c'est un nombre incroyablement magique. C'est un nombre qui est incroyablement magique parce qu'en fait, c'est un nombre qui permet d'apprécier l'esthétique d'une personne, l'esthétique d'un tableau, l'esthétique d'une œuvre d'art. Et voilà, je suis collectionneur de bougies Fornasetti. Voilà, c'est le peintre-sculpteur Piero Fornasetti qui fait donc des bougies incroyables avec un parfum magnifique. Ce sont des bougies de collection, vous voyez, de marque Fornasetti. Et elle, eh bien, c'est une dame qui a un visage parfaitement symétrique. Et en fait, si vous vous amusez à calculer les rapports, donc je ne donne pas exactement les rapports qu'il faut, mais les rapports de longueur, par exemple, entre cette longueur et cette longueur, cette longueur et cette longueur, vous trouverez à peu près 1 plus racine de 5 sur 2 sur son visage. Bon, là, c'est un peu... Peut-être que vous appréciez pas trop le visage de cette personne, mais c'était une chanteuse d'opéra italienne dont est tombé amoureux le peintre-sculpteur Piero Fornasetti. Et elle a un visage qui met bien en évidence le nombre d'or. Et puis c'est pareil pour les pyramides, les tableaux, et puis les grandes conceptions architecturales. C'est un nombre qui apparaît dans des proportions esthétiques. Voilà, et ces solutions, si je me souviens bien de l'équation x carré moins x plus 1 égale 0, quelque chose comme ça. Enfin, non, x carré plus x moins 1 égale 0. C'est ça. Avec un discriminant égal à 5. Voilà, le nombre d'or n'est pas une valeur interdite. Hein. C'est une valeur interdite que si il annule le dénominateur. Mais ce n'est pas le cas ici. Renseignez-vous, vous verrez, le nombre d'or, c'est magique. C'est très très beau. Alors, quand x tend vers 0, j'ai e puissance 0 qui fait 1, et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc c'est pareil que si vous faisiez la limite de 1 sur grand x quand x tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Fois 1 cinquième, ça fera plus l'infini. Ok? Voilà. Bien. Puisque la limite en 0 donne plus l'infini, alors la courbe CF admet une asymptote verticale. À chaque fois que vous avez une valeur interdite, c'est toujours une asymptote verticale. J'ai fait hier, au jour 3 de révision du bac, 2 heures d'exercice et un rappel avec une fiche qui parle des asymptotes horizontales, verticales, obliques, du TVI et la définition de la continuité. J'ai fait ça donc sur une vidéo qui est disponible sur YouTube, dans la playlist rediffusion TikTok, et j'ai intitulé cette vidéo « Révision bac 2023, limite et continuité ». Donc vous verrez, hein, admet une asymptote verticale, c'est toujours vertical dès qu'il y a une valeur interdite. C'est tout. Et d'équation x égale 0. Sauf que la droite d'équation x égale 0, c'est une droite que vous connaissez très très bien. C'est l'axe des ordonnées. C'est-à-dire l'axe des ordonnées. Parce que l'axe des ordonnées, il est à la verticale de x égale 0. Ce sont tous les points qui ont 0 comme abscisse et y quelconque comme ordonnée. Voilà, et c'était ce qui était demandé dans la question 2b. Hein. Justifier que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe. Ben oui, parce que l'axe des ordonnées, c'est la droite d'équation x égale 0. Alors, Louis me dit, la rediff d'hier est en entier sur YouTube. Oui, elle est complètement en entier, c'est une vidéo de 2 heures. Voilà, donc en fait, vous les vivez comme des séances de cours particuliers, vous m'entendez comme vous m'entendez là, je ne vais pas vite. Donc si vous voulez vous offrir 2 heures d'explications, d'exercices détaillés, franchement, vous pouvez le faire sans aucun problème. D'accord ? Alors maintenant, montrez que pour tout nombre réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de x égale ceci. Alors on vous demande clairement de calculer la dérivée de la fonction f. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est la question petit 2. On précise que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Et on précise pourquoi. On dit que c'est parce que c'est un quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini et dont le dénominateur ne s'annule jamais. Comme quotient de deux fonctions dérivables sur 0 exclu plus l'infini et dont le dénominateur ne s'annule jamais. Parce que vous pouvez très bien avoir le quotient de deux fonctions dérivables sur un intervalle avec un quotient qui n'est pas dérivable sur cet ensemble. En gros, je peux très bien dire que exponentielle x est dérivable sur r, 5x est dérivable sur r, mais le quotient n'est pas dérivable sur r. Pourquoi ? Parce que le dénominateur s'annule en 0. Et là, on a un gros problème. Donc, il faut systématiquement, bonjour à Babacar, bonjour de Grenoble, il faut systématiquement préciser et dont le dénominateur ne s'annule jamais. J'ai eu une remarque de quelqu'un qui disait que c'était pas du tout bien rédigé. Bien écoute, merci de m'apprendre mon métier, c'est très aimable de ta part, dont le dénominateur ne s'annule jamais, mais ça ira, je me passerai de tes conseils, puisque si je passe le CAPES ou la Greg, je frôle les 20 aux examens écrits, donc du coup je m'en fous un peu, d'accord ? Le dénominateur ne s'annule jamais. C'est qu'une question de concours et une question de préparation. Voilà, donc il n'y a absolument aucun souci à avoir. Voilà, la rédaction... Moi, je ne change pas ma rédaction, hein, c'est comme ça. Même si j'avais à justifier un examen de CAPES ou d'agrég ou de je ne sais quoi, pourquoi c'est dérivable, eh ben, je garde mes justifications de lycéen. Ok ? Bien. Et dont le dénominateur ne s'annule jamais. Ensuite, je précise que f est de la forme u sur v. Avec dérivée de u sur v. Évidemment, je rappelle, vous êtes lycéen, vous devez faire vos preuves, vous devez montrer au correcteur que vous avez bien appris vos leçons, que vous êtes des gens fiables et instruits, donc prenez le temps de le faire. Évitez les ratures, évitez de mal écrire, évitez les escroqueries aussi en tout genre. Il y a des élèves qui essaient d'escroquer le correcteur, mais vous savez, le professeur, il a de l'expérience. Il voit tout de suite, à travers une copie, à quel genre de personne il a affaire. Et oui. On voit les personnes qui manquent de confiance, les personnes qui sont brillantes. En fait, si vous voulez, une copie, c'est un peu la projection de l'esprit d'une personne. Quand on voit comment une personne rédige, comment elle présente, etc., on voit si elle est stressée, si elle manque de confiance, si elle est brillante, si elle est hésitante. Ça se voit tout de suite. Mais vraiment tout. Votre personnalité, en fait, elle est carrément projetée sur une copie. Et la raison pour laquelle je travaille sur des feuilles blanches, je vais vous poser la question. À votre avis, pourquoi une personne comme moi travaille toujours sur des feuilles blanches ? J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut analyser ça. Pourquoi je suis toujours sur des feuilles blanches ? Alors, à vous de me dire, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un va trouver ? Si. Oui, on peut. Il y a des gens qui mettent des choses trop drôles. Allez. Donc, pour tout x strictement positif, des fois vos commentaires me déstabilisent, je vous dis la vérité, parce que je comprends ce que vous dites, mais ça me fait rire, et puis je peux pas lire vos commentaires, parce qu'il y a des propos pas très sympas, des mots pas très... Voilà, pas très feng shui, pas très vegan, comme on dit. Alors, la dérivée de u, c'est u', c'est e de x, ça fait e de x fois v, c'est-à-dire 5x, moins u fois v', et v', c'était 5. Pourquoi j'ai mis e puissance 5, moi ? Sur v carré, c'est-à-dire 5x, le tout au carré. Eh bien, en fait, c'est pour m'affranchir des lignes. C'est pour ça. Personne n'a trouvé la réponse. Je l'avais déjà dit une fois, mais c'était il y a longtemps. Ça fait e de x facteur de 5x moins 5. 5x au carré, c'est 5x fois 5x. Ça fait 25x au carré. Donc c'est 5 fois 5 fois x carré.
Alors je fais exprès d'écrire 5 fois 5, vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le 5x moins 5, je vais factoriser encore par 5. Donc je vais mettre un 5 fois x moins 1. Et le e de x, je le mets à droite, pour pas qu'il m'enquiquine. Sur 5 fois 5. En fait, c'est pour me donner l'illusion d'être libre, de choisir mes propres lignes. Vous voyez un peu l'idée ? Parce qu'on est toujours obligé de suivre des lignes, un cadre, une structure. C'est toujours comme ça. C'est un peu redondant, c'est chiant. Du coup, le fait de travailler sur une feuille blanche, je prends la liberté d'aller où je veux, comme je veux. D'écrire ce que je veux et de gérer l'espace comme bon me semble, sans avoir à être, à suivre des lignes qu'on m'a imposées. Vous voyez l'idée ? C'est tout. C'est pour ça. Et puis même, c'est aussi pour la clarté. Voilà. Donc c'est exactement ce qui était attendu. Donc c'est pas très très difficile, il faut y aller avec méthode. C'est bon ? Maintenant que j'ai donné la dérivée, quelle est la prochaine étape selon vous, à votre avis ? Alors j'utilise un stylo friction, ce sont mes stylos préférés, je les utilise depuis plus de 15 ans maintenant. Quand j'étais en formation de pilote de ligne et qu'on faisait des calculs de navigation sur des gros polycopiers de navigation et de calcul, on utilisait toujours, nous on utilisait toujours les stylos friction parce que quand on calculait les trajectoires des avions sur la planète, on travaillait avec des sphères, on dessinait, ça partait vraiment en vrille, donc il fallait vraiment des stylos avec lesquels on pouvait effacer, mettre plusieurs couleurs, c'était très efficace. Oui, JPHID, c'est ça, on va faire le tableau de signes de la dérivée, on va trouver les variations de la fonction, exactement. Vous étiez à Jean Mermoz ? Non, j'étais à l'ESMA, l'École supérieure des métiers de l'aéronautique, ESMA Aviation Academy, à Montpellier. Parce que j'aime bien la mer, ça me permettait d'aller nager. J'allais nager le matin ou l'après-midi, et il y avait mes collègues qui passaient au-dessus de la plage, qui nous faisaient coucou avec les ailes en faisant comme ça, ouais. Ils passaient en avion, ils faisaient hop hop, ils nous voyaient quand ils volaient à 1500 pieds au-dessus de nous. Et après, mon instructeur m'appelait, il me disait « Mehdi, allez, on t'attend dans 2 heures, c'est toi qui décolles ». C'était trop bien. C'était vraiment trop beau. Allez, on passe à la question numéro 3. Maintenant, nous allons donner le signe de la dérivée de f. Alors, je précise que e de x, c'est strictement positif, et 5x carré, c'est strictement positif. Donc, puisque nous avons des facteurs qui sont toujours strictement positifs, on ne va pas les intégrer à notre tableau de signes. Tout ça, c'est toujours positif. Du coup, si je veux trouver le signe de la dérivée, alors, Aube.Dimitri, t'as l'air d'être un petit peu aigri, je suis désolé pour toi, mais tu sais, moi je parle tranquillement, je fais pas genre le mec, pas du tout, tu fais trop le mec, à chaque fois tu parles de ça, c'est bon. Écoute, c'est comme ça, on me pose des questions, donc je suis désolé, je réponds. Voilà, j'ai été lycéen aussi, on me pose des questions, donc de temps en temps je réponds aux questions. Donc si ça te pose problème, je suis désolé pour toi, il faut consulter, comme on dit. Alors, f' de x est du signe. J'aurais pu éluder ton commentaire, mais pas du tout, tu mérites qu'on t'écoute. Mais bon, c'est plutôt un psy qui devrait t'écouter, c'est pas moi en fait, ou les autres. f' de x est du signe de x moins 1. Donc on va faire le tableau de signe de x moins 1. Tranquillement, posément. Et c'est parti. Allez. X, 0 et plus l'infini. On n'écrit pas forcément signe de x moins 1, c'est pas nécessaire. Ok ? Et en dessous, on va mettre les variations de la fonction f. Alors, variation, vous pouvez mettre un S ou pas. Il y a un petit chaton qui m'a fait remarquer qu'on disait toujours variation de f et pas variation de f de x. Il a raison. Mais les professeurs font pas forcément la distinction. Vous savez, ce sont des détails et on s'en fout un peu de certains détails parce que ça change pas du tout en fait le travail, d'accord ? Il y a toujours des abus de langage pour ceux qui sont en algèbre, donc qui travaillent sur les matrices en prépa. On confond le noyau d'une application linéaire et le noyau d'une matrice. Voilà, c'est un abus de langage et des fois d'écriture, mais ça pose aucun problème. On le fait quand même. Alors, ça, c'est un peu un travail de
Donc la première ligne, si vous êtes en troisième ou en seconde, vous pouvez le faire. On veut savoir quand est-ce que x-1 est positif, par exemple. Donc on écrit x-1 supérieur ou égal à 0. On résout à côté du tableau pour justifier le tableau. La justification n'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Si vous résolvez x-1 supérieur ou égal à 0, tu bascules le moins 1 à droite, ça va se transformer en plus 1, donc x plus grand que 1. Ensuite, tu positionnes le 1 en faisant bien attention que 1 il est bien plus grand que 0. Et là, tu tires un petit trait et tu mets 0. Ensuite, x-1 il est positif quand x est plus grand que 1. La ligne des x, elle est ici. Quand est-ce que x est plus grand que 1 ? Eh bien, quand je suis à droite de 1, ok ? Et quand x est à droite de 1, eh bien, l'expression x-1 est positive. Alors, il y a des élèves qui ont vraiment du mal avec ça. Je ne juge pas. Par contre, ils ont une petite technique infaillible pour ne jamais se tromper, pour savoir où est le moins, où est le plus. Alors, il y a celui qui dit, bah là, j'ai un plus devant le x, donc je fais plus, moins plus. Ça alterne. Ok, ça marche pour les fonctions affines, attention. Et il y en a d'autres qui se disent, je vais prendre un nombre au pif, par exemple 2, c'est plus grand que 1, et je remplace. 2 moins 1, ça fait 1, c'est positif. Donc je suis plus ici. Après, ils prennent un nombre plus petit que 1. Ils prennent par exemple 0. Ils font 0 moins 1, c'est négatif, donc c'est bon. Vous voyez ? Donc sachez une chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la compréhension en mathématiques, mais si vous arrivez à trouver des techniques personnelles qui vont vous permettre de toujours vous en sortir, utilisez-les. D'accord ? Voilà. Bien. Lorsque la dérivée est négative, la fonction correspondante va être décroissante, d'accord ? Et lorsque la dérivée est positive, la fonction correspondante va être croissante. Et voilà, donc on aura une fonction décroissante, puis une fonction croissante. Ok ? Voilà. Maintenant, je vais calculer f de 1 tranquillement, sans stress. Et je précise une chose, c'est que la fonction f n'est pas définie en 0, donc attention, je mets une double barre. Mais la double barre, je la mets uniquement pour f, parce que x-1, elle est parfaitement définie en 0. Ok ? Et je précise, la limite en 0, c'était plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'était plus l'infini. Voilà, on remplit bien le tableau de variation proprement. Et f de 1, écoutez, je le dis tout de suite, c'est e puissance 1 sur 5 fois 1, c'est-à-dire sur 5. Ça vaut e sur 5. Voilà, et là, votre tableau, il est nickel. Et on a répondu à la question numéro 3. Déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On établira un tableau de variation de la fonction f dans lequel apparaîtront les limites. Donc, c'est parfait. Alors, pourquoi double barre, c'est pas le dénominateur ? En fait, la fonction f, elle est définie que sur 0 exclu plus l'infini. Du coup, eh bien, je mets une double barre pour f, parce que la fonction f n'est pas définie en 0. Par contre, x-1, en fait, pourquoi je m'intéresse à x-1 ? Parce que f' de x, la dérivée, a le même signe que la fonction affine x-1, puisque f' vaut x-1 fois e de x sur 5x carré. E de x, c'est strictement positif. 5x carré, c'est strictement positif, puisqu'on travaille sur 0 exclu plus l'infini. Ok ? C'est écrit pour tout x strictement positif. Ça marche ? Du coup, eh bien, ma double barre, je la mets que pour les variations de la fonction f. Voilà, Ewen. Tu expliques très bien, merci. Merci à toi. Je prends le temps de vous expliquer les choses. Voilà, l'école, souvent, on va très très vite. Les profs sont obligés d'aller vite. Ils ont une énorme pression. Je les comprends, j'ai été prof aussi. Mais vous savez, ma stratégie pour plier le programme en quelques mois, quand j'étais en terminale, elle était très simple. Ma stratégie, c'est que comme quand j'ai enseigné la toute première fois en lycée, je n'étais pas titulaire ni agrégé, j'étais tout simplement contractuel, je faisais ce que je voulais comme je le souhaitais. Et on ne m'imposait rien, aucune inspection, j'étais tranquille. Du coup, je n'embêtais pas les élèves avec toute la théorie inutile autour des mathématiques. S'ils avaient envie de théoriser, ils ont toute la nuit pour le faire tout seuls. Non, ce que je faisais, c'est que je formais les élèves de manière pragmatique, de manière pratique, de manière à ce que toute leur énergie et leur attention soient misées sur ce qu'il faut savoir, les méthodes qu'il faut absolument maîtriser, et je travaillais énormément sur la pratique, beaucoup d'exercices pour leur faire assimiler l'essentiel du cours. C'était ma technique et ça nous permettait d'avoir une avance colossale sur toutes les terminales
On avait 3 mois d'avance sur tout le monde, en fait. Donc pendant 3 mois, on faisait des sujets type bac, et les élèves, ils avaient 18, 19. En gros, c'est ça. Malheureusement, les professeurs de l'éducation nationale, titulaires ou agrégés, sont obligés de respecter un cadre lourd, avec des procédures lourdes. Et ça les pénalise énormément parce que ça les oblige, malheureusement, à passer beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu sur les chapitres. Et puis les élèves sont là, ils planent parce qu'ils ne comprennent pas, on tourne autour du pot. Et toute leur énergie est utilisée à mauvais escient, on va dire. Ancien professeur de mathématiques, merci pour ces souvenirs. Ah, merci à toi. Tu te rappelles de comment faire une transformée de Fourier ? Non, pas du tout. Franchement, il faudrait que je me replonge pendant 2 heures à peu près. 2 heures que je n'ai pas forcément. Ça revient vite les maths, mais le problème c'est que quand tu pratiques plus, tu es un peu rouillé. Alors maintenant, on y va. Soit m un nombre réel précisé en fonction des valeurs du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Bien. Alors je vais dessiner la fonction, comme ça vous allez visualiser un petit peu mieux comment les choses se passent. Je vais taper la fonction exponentielle x divisé par 5x, 5x. On fait un petit tracé, donc on travaille sur 0 plus l'infini, du coup je vais devoir réduire le domaine. Oui, ça revient vite avec une révision, c'est vrai, ça revient très vite. Alors, fenêtre, je vais prendre x min égale 0, et le y min, je prends 0 aussi. C'est pas la peine d'aller dans le négatif, et je fais graphe pour prendre en compte le domaine. Voilà. Alors, regardez, si je trace maintenant une droite d'équation y égale 3, elle va couper la courbe en 2 points. Si je trace une droite d'équation y égale 1, elle va couper la courbe en 2 points. Si je trace une droite d'équation y égale e sur 5, elle coupe la courbe en un seul point en fait. C'est ça le truc. Donc en gros, lorsque vous avez le tableau de signes, de la dérivée, vous obtenez les variations de la fonction f. La fonction f, elle est décroissante puis croissante. Tant que la valeur de m est strictement plus grande que e sur 5, eh bien quand vous tracez la droite d'équation y égale m, elle va couper la courbe une fois puis 2 fois. Si vous prenez m égale e sur 5, eh bien la droite d'équation y égale m va effleurer la courbe une seule fois. Je vais faire un petit dessin, qui explique un peu ce qui se passe. Regardez bien, pour vulgariser un peu la chose. La fonction, je vais la dessiner avec une couleur. Voilà, vous voyez, je dessine comme ça. Et ici, le minimum, on le connaît. C'est e divisé par 5. Et il est obtenu lorsque x égale 1. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, c'est vraiment grossier. C'est pour expliquer ce qui se passe, parce que c'est bien de comprendre. Les questions sont toutes faciles. Il faut juste comprendre le sens de la question. Alors, si je trace la droite d'équation y égale m, on y va. Je trace celle-ci. Y égale m. Vous constatez que, je vais mettre m1, d'accord ? Vous constatez que cette droite coupe l'axe des coupe la courbe en 2 points. Donc, si je résous f de x égale m1, je vais trouver 2 solutions. Les abscisses de ces points-là. Ça marche ? Maintenant, si je prends y égale m2, un autre point, une autre valeur, je vois que la courbe CF coupe cette droite encore en 2 points. Pourquoi ? Parce que m2, tout comme m1, c'est plus grand que le minimum de la fonction. Et le minimum, il est là, c'est e sur 5. Si maintenant je trace pile la droite d'équation y égale e sur 5, d'accord ?
y égale m3, avec m3 qui vaut e sur 5, et bien là, il n'y a qu'un seul point d'intersection entre la droite et la courbe. Et maintenant, si je trace une droite avec un y égale m4, mais encore plus petit, vous voyez, j'écris ici y égale m4, avec m4 strictement plus petit que e sur 5, eh bien là, c'est une grande tristesse. Mais qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que cette droite-là, que je vais dessiner en vert pour que vous visualisiez mieux, eh bien, elle ne va jamais couper la courbe. Vous voyez? Du coup, l'équation f de x égale m n'a plus de solution. C'est ce qui a été demandé donc dans le sujet. Dans la question 4, on vous disait, soit m un nombre réel, précisé en fonction des valeurs du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Alors on y va. F de x égale m. Ah, on va mettre un peu de rose. F de x égale m. Admet deux solutions si m strictement plus grand que e sur 5. Admet une solution si m égale e sur 5. Et n'admet pas de solution si m strictement plus petit que e sur 5. Voilà ce qu'on vous demande. Le dessin, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. C'est pas nécessaire. À partir du moment où vous donnez les bonnes réponses, c'est que vous avez compris de quoi on parlait. D'accord? Voilà, c'est tout. Ok? Bien. On peut passer à la question numéro 5. La 4, c'est terminé. On passe à la 5. Alors, question numéro 5. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui continuent de s'abonner et qui vont retrouver ensuite la rediffusion de ce live avec toutes les explications qui vont bien sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. On est plus de 700 abonnés. Vous êtes plus de 700 abonnés sur ma chaîne Gizmat. 711, je crois, aux dernières nouvelles. Plus que 289 abonnés et on pourra enfin faire des lives sur YouTube, ce qui veut dire que juste après la fin de chaque live, vous aurez tout de suite la rediffusion disponible. Il n'y aura pas besoin d'attendre que je télécharge la vidéo depuis la plateforme TikTok, puis ensuite que je la mette directement sur sur la plateforme YouTube, etc., etc. Voilà, ça va être beaucoup plus efficace. Donc pour ceux qui arriveront en retard, au moins vous aurez la possibilité de visionner le live. Alors je vais faire les lives sur YouTube et sur TikTok, ça sera en simultané, parce que j'ai vu que j'avais l'option Live Studio sur TikTok. Donc c'est une option qui fait que je peux à la fois liver sur YouTube et à la fois liver sur TikTok. Il y a des gens qui le font déjà. Donc je vais voir comment je vais m'organiser, mais après j'ai un studio avec double écran et tout, caméra bio 4K, j'ai tout ce qu'il faut. Parce qu'à l'époque, je faisais du divertissement sur TikTok et YouTube, c'était très bien, mais j'ai tout arrêté parce que je grattais des tickets de jeu, ça coûtait une fortune et blablabla, et puis bon. Et puis j'ai eu des problèmes sur TikTok avec des gens qui étaient envieux ou mauvais, ou même avec TikTok lui-même, qui décidait de bannir mes comptes et mes vidéos parce que, soi-disant, ne respectant pas les règles de TikTok. Là, avec des maths, à mon avis, il n'y aura plus de problème. Et puis les maths, en général, ça fait fuir les mauvaises personnes. On y va? Alors, la droite delta a pour équation y égale moins x. On note grand A, un éventuel point de la courbe CF d'abscisse petit a, en lequel la tangente à la courbe CF est parallèle à la droite delta. Montrer que le nombre A est solution de l'équation. Alors ça, c'est une question quand même, c'est plutôt niveau première, mais c'est une question qui est assez technique, et il faut comprendre de quoi on parle. En gros, vous avez une droite delta d'équation y égale moins x. Ça, il faut que je le note. Soit delta, la droite d'équation y égale moins x. Voilà. Ok? Et ensuite, on vous dit, soit A, un point d'abscisse petit a et d'ordonnée petit f de a, du coup, appartenant à la courbe CF, en lequel
la tangente à la courbe CF est parallèle à la droite delta. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, quelle est la conséquence de cette information? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traduire cette information en termes d'égalité entre coefficients directeurs, s'il vous plaît? On sait que j'ai une droite delta d'équation y égale moins x, donc son coefficient directeur vaut moins 1, et j'ai un point grand A d'abscisse petit a, dont la tangente à la courbe CF en ce point d'abscisse petit a est parallèle à delta. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous écoute. Carlito. Bonjour Carlito. Waouh, vous êtes 212, c'est un palindrome. C'est un chiffre qui se lit de la même manière, de gauche à droite ou de droite à gauche. 212. Amazing. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si la tangente à la courbe CF est parallèle à la droite delta, mon plus gros gain, je suis à gratter, c'est 200 €. C'était au Super 10 200 ou au Blackjack, 2 fois. J'adore quand tu dis amazing. La courbe représentative est décroissante, tangente, voilà, c'est ça, WPND 814, j'ai la bonne réponse. Il a donné la bonne réponse. La tangente et la droite D ont le même coefficient directeur. Voilà, cela signifie que la pente de la tangente à la courbe, je vais vous faire un dessin. Cela signifie que la pente de la tangente à la courbe CF en A d'abscisse petit a est égale à la pente, ou le coefficient directeur. Je préfère dire à la pente, c'est plus court à écrire, à la pente de la droite delta. Vous avez été en première, et vous savez que le coefficient directeur d'une tangente, on a un point petit a, c'est f' de a. Alors, f' de a est égal au coefficient directeur de la droite delta. Et en troisième, vous avez appris que les droites d'équation y égale moins x, ce sont des droites linéaires. Et le coefficient directeur, c'est le nombre qu'il y a devant le x, donc c'est moins 1. Voilà. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à ceci, f' de a égale moins 1. Mais vous vous souvenez que nous connaissons la dérivée, f' de x, c'est x moins 1 fois 2x sur 5x carré. f' de a, c'est donc a moins 1 e de a moins 1 exponentielle a sur 5a carré. Ceci est égal à moins 1. Je multiplie tout par 5a carré de part et d'autre de mon inégalité. Je bascule le moins 5a carré de droite complètement à gauche. Et voilà. Et je me rends compte que la valeur de a, eh bien, elle est solution d'une certaine équation. Regardez. A vérifie cette relation. Je suis en train de tomber malade. C'est pas bon signe, ça. Ça veut dire que A est solution de l'équation x moins 1 fois exponentielle x plus 5x carré égale 0. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Alors je vais faire un schéma pour expliquer un peu, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire. Regardez bien. Je redessine de manière assez qualitative la représentation graphique de la fonction f. D'accord? On m'a demandé là de faire un schéma. Voilà. Ça, c'est la courbe CF.
de manière qualitative. Je trace la droite d'équation y égale moins x. Voilà, c'est la deuxième bisectrice du plan. C'est une droite affine. Y égale moins x. Et je cherche à trouver une tangente à la courbe parallèle à cette droite. Donc je vais glisser comme ceci. Toc. Et voilà. Ça, c'est une tangente parallèle à la droite d'équation y égale moins x. Et elle est tangente au point A. D'abscisse petit a. Et nous, ce que l'on souhaite déterminer, c'est cette valeur petit a. Tout simplement. Ça va, c'est compris? Alors, le modérateur a épinglé un commentaire. C'est quoi ce commentaire? Allez-y, visualisez, bobinez sur YouTube, tout le monde. Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Noam, quand tu disais visualiser, bobiner. J'ai pas trop compris. Bien, ça va là? C'est expliqué comme vous le souhaitez? Oui, c'est du niveau terminal. Pourquoi? Terminale ou première, hein, cette question, elle tombe en première aussi. Hein. Quand vous travaillez sur la dérivation, les professeurs vous posent cette question. Déterminer l'abscisse d'un point en lequel la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 3. Les sujets bac sont-ils redondants? Oui, totalement. L'objectif d'un sujet de type bac, c'est pas de mettre des notes pourries aux élèves. Au contraire, c'est de récompenser les élèves qui ont suivi un cursus normal, qui ont compris les méthodes globales qu'on attend d'eux, et c'est pour vérifier que les acquis sont bien, que les chapitres ont bien été acquis. C'est pour valider vos acquis. Donc, il n'y aura pas de piège. Il n'y aura pas des choses tordues. Ça arrive de temps en temps, une fois tous les 3, 4, 5 ans, qu'on vous mette des trucs vraiment bizarres. Alors, un très très bon moyen de bien réussir le bac, c'est de faire tous les sujets des années antérieures. Vous ne pouvez pas tout faire, mais vous pouvez vous entraîner. Et à force de vous entraîner, sans vous en rendre compte, votre niveau va exploser, va monter en puissance. D'accord? Donc c'est maintenant qu'il faut se mettre au boulot. Il vous reste 1 mois avant l'examen, donc c'est largement suffisant pour reprendre tout le programme. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut travailler de manière régulière. Et c'est pour ça que, de mon côté, j'ai commencé à bien anticiper, à vous faire 2 heures de cours tous les jours. Voilà. Donc considérez que ce soir, de 20h à 22h, on va travailler sur probabilité ou géométrie dans l'espace, mais que là, pendant 2 heures, je vous fais déjà des trucs de mathématiques de terminale. Donc c'est du bonus, mais c'est parce qu'une élève, évidemment, m'a demandé de l'aide, elle a insisté. Du coup, là, je crois que c'est fini, quasiment. On arrive sur la fin de ceci. La question A, eh bien, c'est terminé. On a montré que le nombre A était solution de cette équation. Et maintenant, eh bien, on va résoudre justement cette équation. Donc, il ne reste plus que 2 questions. On note G, la fonction définie sur 0 plus l'infini par G de x égale E de x fois x moins 1 plus 5x carré. On admet que G est dérivable et on note G', sa fonction dérivée. Calculer G' de x, puis tracer le tableau de variation de G. Donc là, tout simplement, on y va, rebelote, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. On pose que pour tout x supérieur ou égal à 0 cette fois. Là, la fonction G, elle est bien définie sur 0. On peut calculer G de 0. Ça fait E de x, facteur de x moins 1, plus 5x carré. Et on va étudier cette fonction. Donc on précise que G est dérivable. D'après les théorèmes généraux, G est dérivable sur 0 plus l'infini par somme et produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Par somme et produit. Alors combien on est maintenant? On est 35 600, c'est super, vous êtes nombreux à vous être abonnés, 150 environ, donc n'hésitez pas à vous abonner. Oui, on peut faire ça en première, parce qu'en première, on étudie les fonctions exponentielles. Et on dérive, donc c'est tout à fait possible. Par somme et produit de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, je vais peut-être faire un DM de MPSI tout à l'heure. Un devoir de première année de MPSI, avec des matrices, etc. Ça peut être sympa. Voilà, le produit
somme de produits fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Alors g' de x égale, donc là j'y vais directement, de manière brutale. Je dérive un produit UV en U'V plus UV' et une somme, donc plus la dérivée de 5x2. Alors ça fait U' fois V plus U fois V', dérivée de x moins 1 c'est 1, et dérivée de 5x carré c'est 5 fois 2x, donc 10x. Ce qui me donne x de x moins e de x plus e de x plus 10x. Moins 2x plus e de x, ça disparaît. Et je vais factoriser par e de x, ce qui me donne x plus 10 fois exponentielle x. Et voilà. Tout le monde is happy. C'est very good. Alors, on travaille sur 0 fermé cette fois. Voilà, ils ont donné 0 fermé sur l'intervalle, donc c'est tranquille. On enchaîne directement, donc là vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout détailler parce que vous avez déjà montré que vous étiez compétent, que vous saviez bien rédiger, donc vous pouvez gagner un peu de temps et court-circuiter la rédaction pour la suite. Alors bon, je vais faire un truc qui n'est pas utile. Je vais préciser que e de x est strictement positif, alors le signe de g' de x, SG, ça veut dire signe. C'est le signe de x plus 10. D'accord? Mais x plus 10, c'est toujours positif sur 0 plus l'infini. Du coup, j'ai les variations de g qui arrivent immédiatement. La fonction est toujours croissante. Voilà. Je fais une petite flèche qui monte. Alors, je couperai ce live et je reviendrai juste après pour que les vidéos n'interfèrent pas. D'accord? Je travaillais avec le thème de Samira, c'était son devoir. Donc, je vais... Enfin, il reste quand même la partie probabilité à faire ici. Donc, je fais la partie probabilité et ensuite, j'arrêterai la vidéo et je reprendrai sur un autre thème, l'exercice de quelqu'un d'autre. Alors, g de 0, ça vaut quoi? Ça vaut moins 1. Et la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je n'ai pas détaillé, je mets directement le résultat. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Quand x tend vers plus l'infini, 5 fois plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. X moins 1, ça fait plus l'infini. Et e de x plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. La factorisation n'est pas bonne, tu dois factoriser par x. Ah merde! Mon Dieu. Merci à toi. Oui, t'as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est e de x plus 10 fois x. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Oui, ma factorisation n'est pas bonne du tout. C'était e de x le facteur... C'était x le facteur commun. Je sais pas pourquoi j'ai mis e de x. Qui c'est qui m'a corrigé? C'est JPH. Merci beaucoup. C'est x. En fait, vous savez, je travaille comme un zombie. Je lis même pas ce que j'écris. Alors, ça fait x facteur de e de x plus 10. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Ouais. Donc là, j'aurais plutôt dû mettre e de x plus 10, c'est toujours positif. Donc le signe de g', c'est le signe de x. Voilà. Ah, mais zut. Zut alors. Ça m'embête un peu, ça. Ça m'embête un peu. Non, en fait, non, ça m'embête pas. C'est bon. C'est nickel. Voilà. Hop là, c'est bon, ça change rien du tout, c'est parfait, il y a juste un 0 ici. Voilà pour la petite erreur. Bien. C'est très bien. Parfait. Donc là, le tableau de signes est très, très bien. La factorisation a été corrigée. Merci pour votre participation. Ça ira, reste concentré. Merci, Payette. Bien. Donc ça, c'est bon. On a dressé le tableau de variation. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et g de 0. E de 0, c'est 1.
0 moins 1, c'est moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Plus 0, ça fait moins 1. Parfait. Ben, c'est super. Question B, c'est terminé. Et maintenant, on passe à la partie C. Montrer qu'il existe un unique point I en lequel la courbe CF est parallèle à la droite delta. Alors en gros, pour montrer qu'il existe une seule tangente à la courbe CF parallèle à la droite delta d'équation y égale moins x, ok, il suffit de montrer que la solution de l'équation ceci égale 0 admet une unique solution, enfin qu'elle est unique. Parce que dire qu'il existe une tangente au point grand A d'abscisse petit a qui soit parallèle à la droite d'équation y égale moins x, ça veut dire que f' de a, donc la pente de cette tangente, égale moins 1. La pente de la droite y égale moins x. Ça revient à résoudre f' de a égale moins 1. Ce qui, après simplification, revient à dire que ceci vaut 0. Oui, le live sera sur YouTube. Ce qui revient à dire que a est solution de cette équation, c'est-à-dire de l'équation g de x égale 0. Si on veut montrer qu'il existe une unique tangente qui réponde au problème, il faut montrer qu'il existe une unique solution à l'équation g de x égale 0. Et c'est ce qu'on va faire grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez ? La fonction g est strictement croissante, elle part des négatifs et elle tend vers plus l'infini. Comme elle est continue et strictement croissante, alors, oui, JPHID, c'est ça. Ah, Guy, c'est Samira et pas besoin de l'exo de proba, juste celui sur Hélène, s'il te plaît. Sur Hélène ? Alors, je comprends pas, Samira. C'est ça que tu m'as demandé comme exercice, toi. C'est pas logarithme, c'est exponentiel. D'accord ? Alors, on me dit, reprends là. Le calcul de la dérivée ? Alors, le calcul de la dérivée. J'ai du U fois V. Oui, mais Samira, tu peux pas m'envoyer 10 000 trucs, c'est pas possible. Là, ça va faire 2 heures que je suis juste sur ton travail. Y a des gens qui ont demandé aussi de l'aide sur d'autres trucs, donc c'est pas possible. Là, je m'occupe de ça uniquement pour le moment. Voilà, désolé. Mais il faut aussi penser aux autres. Voilà, là, tu vois, regarde. J'ai pris le temps de te rédiger la géométrie dans l'espace. J'ai pris le temps de te faire ça. Enfin, c'est quand même pas mal, non ? Bien. Donc, en fait, l'objectif, c'est de démontrer que g de x égale 0 admet une unique solution. La dérivée, je la reprends vite fait pour celui qui a demandé. Vous avez du u fois v. La dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Et puis, il faut dériver aussi 5x carré plus loin. Ok ? Bien. Allez, on continue. Donc, l'objectif, c'est de démontrer que la fonction g s'annule une seule fois. Je précise que sur 0 plus l'infini, g est continu car dérivable. G est continu car dérivable. Et on précise aussi qu'elle est strictement croissante. Et strictement croissante. De plus, alors ceux qui ont l'habitude de me voir rédiger, vous verrez, hein, c'est toujours rédigé de la même manière. Le corollaire du TVI, je le rédige toujours en 3 temps. Et oui, c'est aussi le théorème de la bijection, c'est la même chose. G de 0 est égal à moins 1. Limite de G en plus l'infini, c'est plus l'infini. 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et là, j'invoque alors le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ou théorème de la bijection. Allez, aujourd'hui, je vais mettre théorème de la bijection pour changer, pour faire plaisir à ceux qui utilisent le théorème de la bijection. Alors, le théorème de la bijection, hein, pour faire plaisir à Antoine. L'équation g de x égale 0 admet une unique solution.
Voilà. On peut la noter petit a. On peut la noter petit a. Et enfin, on conclut en beauté. On dira, alors, il existe une unique tangente. Il existe une unique tangente à la courbe CF, virgule, parallèle à la droite delta d'équation y égale moins x. Et on a terminé le sujet. Bon, c'était très intéressant à la fin, franchement, très très mignon. Je trouve qu'il est bien ce sujet. Quand est-ce que tu feras des exos sur les fonctions logarithmes, King, Meta? Alors, ça a déjà été fait. J'ai déjà fait un jour 1 de révision sur les logarithmes. Voilà. Tu n'étais pas là, c'était il y a 3 jours. On peut refaire ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vraiment. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de screener le corrigé, si vous le voulez bien. Et le sujet. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts. Attention, attention. Mais de toute façon, je vais refaire une journée révision pour les logarithmes parce que il y a plein de gens qui l'ont loupé et elle n'a pas été mise sur YouTube en rediffusion. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tapoter. Ça fait toujours plaisir quand la communauté s'agrandit. On est 35 600 followers. L'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 36 000. Allez, petit à petit, la communauté de Gizmat grandit. Eh bien, l'objectif initial, c'est les 100K, les 100 000 abonnés. Et puis, n'hésitez pas aussi à visionner les vidéos, donner des idées sur les vidéos que vous voulez que je prépare pour vous, explicatives, sachant qu'elles sont entre 1 et 10 minutes. Voilà. Tu feras les exos sur les limites. Alors toi, les exos sur les limites, est-ce que c'est toi qui es en licence? Parce que j'adore ton sujet. Pourquoi? Parce que déjà, il est très bien, c'est tout propre. Voilà. Donc c'est très qualitatif. Tu m'as envoyé un fichier PDF. Je le commencerai dans 10 minutes. Donc juste le temps de scanner ça, d'envoyer ça à Samira. Samira, renvoie-moi s'il te plaît ton sujet sur les logarithmes. Comme ça, je vais voir, je vais l'imprimer et je l'utiliserai comme support éventuellement pour la suite. Et peut-être que ce soir, je vais refaire un entraînement sur les logarithmes. Je vais l'intituler jour 1 parce que c'est le jour au cours duquel j'avais fait les rappels sur logarithmes. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Attention, attention. Le théorème de l'abjection, c'est ça. Le théorème de l'abjection, c'est le corollaire du TVI. Allez, vous screenez s'il vous plaît les amis. Je sais que la qualité n'est pas extra, mais ça va, vous vous en sortirez. Voilà, donc j'ai corrigé tout ça, plus ceci. Voilà, je le mets en plein milieu, je zoome un petit peu. Alors s'il vous plaît, screenez maintenant. On passe à la correction maintenant. Attention, c'est parti. Enfin, vous pouvez prendre ce sujet aussi. Je le corrigerai une autre fois. Ce sont des probas, on ne va pas tout mélanger. Vous pouvez screener ceci. Non, je n'ai pas encore fait de serveur Discord, je ne maîtrise pas ça, il faut que je prenne le temps. Ah, Paillette, elle n'a pas pu. On recommence, allez. Non, je n'ai pas de serveur Discord, il faut que je demande à un de mes élèves de terminale. Il a un serveur avec 15 000 abonnés, mais c'est lui qui va s'en charger. En fait, si vous voulez, quand je fais des projets, je les fais toujours avec mes étudiants de lycée ou de prépa. Le souci, c'est qu'ils sont au ski en ce moment. Donc, dès qu'on va reprendre les cours, c'est-à-dire lundi la semaine prochaine, ils passeront chez moi et c'est eux qui seront chargés de partager avec vous et pour vous tout ce bordel. C'est-à-dire que je leur donne carte blanche. Ils feront tout, mais absolument tout. De mon côté, je vais animer et eux, je leur donne la responsabilité d'être les modérateurs, de gérer les plateformes, de faire ce qu'il y a à faire. Parce que ça les responsabilise et puis ça crée des liens. C'est très bien. OK ? Bien, donc tout va être fait, ne vous inquiétez pas. J'ai été contacté par d'autres profs de maths également qui ont demandé à collaborer avec moi. Ils sont adorables, ils sont super sympas, mais j'ai même pas pris le temps de les contacter parce que je vous cache pas que bon, c'est pas un manque de confiance, mais je préfère travailler avec des gens que je vois physiquement qu'avec des gens que je dois appeler, etc. C'est compliqué. Même quand on me recrute pour des jobs,
Le délai pour m'avoir au téléphone, c'est 2 semaines, parce que j'ai des trucs beaucoup plus importants à faire. Alors voilà, vous screenez ça s'il vous plaît. Allez, on passe au corrigé maintenant. Bien. Là, ça c'est la correction du sujet de géométrie dans l'espace, qui n'était pas très dur. La question 1, j'ai préféré la traiter avec des coordonnées, parce que j'avoue que géométriquement, c'est pas mon kiff. Allez, on passe à la feuille 2. Attention, s'il vous plaît, screenez, parce que je ne vais pas le refaire 2 fois. Voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On passe à la feuille suivante. Attendez, c'est pas ça. C'est là. C'est l'exercice sur les fonctions. Vous pouvez maintenant, mes très chers compatriotes, screener. Donc là, je rédige comme un élève qui est censé avoir 20 sur 20 au bac. D'accord? Vous pouvez le faire, vous écrivez peut-être même mieux que moi, vous présentez mieux, mais en gros, je vous donne à peu près tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à savoir, et franchement, ça se passera très très bien pour vous. Si j'ai eu 20 au bac, vous pouvez très bien avoir 20 aussi. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai juste bossé, c'est tout. J'ai bossé et voilà. Vous voyez, c'est dimanche, je suis là avec vous, plutôt que de traîner et de m'alcooliser dans des bars comme beaucoup de jeunes font, ou moins jeunes, ou aller au ski ou je ne sais quoi. Mon plaisir, c'est d'être là. Vous voyez la différence? Allez, on passe à la suite. Voilà, donc ça, c'était un petit dessin qui n'était pas obligatoire, c'était juste pour vous permettre de vraiment comprendre la question numéro 4. Vous pouvez utiliser ces photos et ces contenus pour faire des TikTok. Ok, si vous faites des screens, faites des collages, vous pouvez les balancer sur votre mur et puis me taguer dessus, il n'y a aucun problème, franchement. Si vous screenez, autant que ce soit vous qui fassiez le collage. N'hésitez pas, vous pouvez le faire. Ensuite, yes, Franco Padilla, I'm going to do PDF like you said. No problem. Ok. Et enfin la fin. Et là, c'est terminé. Je vais vous laisser, mes très chers compatriotes. Je fais une pause de 10 minutes. Je vais prendre un petit café. Et je vais revenir. On change de niveau. D'accord? Donc, Samira, je scanne tout ça. Recto verso, fichier PDF. Tu le reçois dans 2 minutes. Ok? En attendant, je suis obligé de couper pour refaire une vidéo. Comme ça, au moins, ça fait des vidéos très distinctes. Et le prochain travail, ça va être ça. C'est un examen d'analyse d'1 heure. Donc nous, on le fera peut-être en moins d'1 heure. Et il y a plein de questions. Il y a des questions sur des suites. Apparemment, c'est que des suites. Calcul de limites. Et il y a des divergences, des convergences. Et puis une histoire de boule fermée de centre haut de rayon 1. Pour la norme du suprémum définie par norme infinie égale max de valeur absolue. Bon, on verra. Ça me rappelle des trucs de 2e année de prépa. Voilà. Donc, prenez une pause. Ça vous fera du bien. C'est niveau licence, mais franchement, ça peut se faire en terminale. J'ai pas encore vraiment vu, donc je vais découvrir ça tout à l'heure avec vous. Les limites, c'est dans 10 minutes, d'accord? Tu donnes l'envie de travailler. Chacoul, c'est vrai. C'est vrai que les gens aiment bien s'entourer de ma présence pour travailler parce que je dégage une aura qui attire les gens et qui fait qu'ils ont envie de bosser. Et c'est vrai, hein? C'est comme ça, je suis un leader fédérateur. Bref, cela dit, c'est facile quand tu passes ta vie à bosser. Mais il m'arrive de m'amuser, et évidemment aussi de profiter de la vie, hein. Faut pas croire. Hein. Thank you, Guise, from WPND 814. C'est quoi ton métier? Alors, mon métier, c'est professeur de mathématiques en cours particulier. Donc, je gère entre 50 et 80 heures de cours par semaine avec beaucoup d'élèves. Je fais des formations groupe, du coaching groupe, des cours particuliers en tête-à-tête. Je collais en classe préparatoire, j'ai été prof au lycée, donc je maîtrise très très bien le programme des lycées, des classes prépa et collège, j'aime pas trop, je fais que les 3e. Mais en gros, voilà, mon travail, ça consiste à aider les gens qui sont en difficulté en maths ou à assurer le perfectionnement de ceux qui sont déjà très très bons. Voilà, il y a de tout. On m'appelle pour des trucs bien précis et après je m'adapte. J'ai déjà aidé des élèves handicapés à l'hôpital qui avaient un cancer. J'ai fait des cours à l'hôpital pour des personnes immobilisées, donc à l'IT.
J'ai été secrétaire d'examen pour des personnes aveugles, enfin j'en ai fait des trucs. Hein. Donc du coup, le sujet était en braille, etc. Tu pourrais faire mon exo vite fait avant. Je vais regarder, je coupe, je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout à l'heure. C'est toujours un immense plaisir de retrouver ma communauté qui s'agrandit de jour en jour. On est passé à 35 600 et vous avez été 207 à vous être abonnés sur ce live. N'hésitez pas à faire la même chose sur YouTube. Et cette vidéo, donc une fois qu'elle sera téléchargée, sera sur YouTube, telle qu'elle, sans logiciel pour retaper la qualité, etc. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est le contenu surtout. C'est très important. Voilà, le contenu. Et puis bon, ce que je dis, c'est dit de manière, disons, spontanée. Et c'est ça qui est cool. Alors, je vous embrasse et à tout de suite dans 10 minutes. Merci à vous.